En 2021, au Togo, il n'y a pas eu de baisse significative des accidents de circulation. Nous allons essayer de comprendre pourquoi avec le journaliste togolais Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir partagé. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font l'amitié et le privilège de nous écouter à chaque fois. Il n'y a pas eu, comme je l'ai dit, de baisse significative des accidents de circulation. Luc Abaki, qu'est-ce qui peut expliquer cela au Togo ? C'est un peu compliqué. C'est vrai que je pense que c'était hier seulement que le ministre de la Sécurité est passé sur vos antennes pour faire un peu l'état des lieux et on constate effectivement que jusqu'à preuve du contraire, les accidents de circulation sont terriblement récurrents dans notre pays. Sur le seul semestre de cette année, enfin le premier semestre, il y a eu jusqu'à 346 morts. Ce n'est même pas 346 accidents, mais 346 morts. Ça veut dire que il y a eu plus d'accidents que cela. Donc, c'est que la situation est à la limite dramatique et il va falloir réfléchir suffisamment aux causes afin de pouvoir prendre le taureau par les cornes. Et je crois que tout cela est lié plus ou moins d'abord à l'incivisme, à l'imprudence des usagers de la route, parce que lorsque vous êtes suffisamment responsable, vous savez que en réalité c'est votre vie qui est engagée lorsque vous êtes sur la route en circulation. Vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter justement de causer des accidents qui pourraient porter atteinte à votre propre vie et à la vie des autres personnes, voyez-vous. Donc, il y a d'abord ce volet-là d'incivisme, mais il y a aussi les conditions de circulation. La route elle-même, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que les mesures idoines sont prises de manière à pouvoir contrôler la circulation, à redresser les gens et à faire en sorte que les gens soient véritablement disciplinés en circulation? Ce n'est pas évident. Alors, on va prendre les facteurs un par un. Vous avez parlé de l'incivisme. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce comportement des citoyens togolais? Non, d'abord il faut comprendre que vous savez, les citoyens ont d'abord besoin d'être suffisamment instruits sur la conduite à tenir. C'est vrai, il existe un code de la route, par exemple. Alors, ce code-là doit être suffisamment diffusé, suffisamment infusé à la population, à tous les usagers de la route. Ensuite, est-ce que qui la responsabilité alors sur ce premier camp? Les gouvernants, en fait, ceux qui sont chargés de réguler la vie du pays, c'est d'abord les dirigeants. Est-ce que vous voyez? Ensuite, est-ce que les gens ont leur permis de conduire avant de prendre les engins? Notamment les engins à deux roues. Parce qu'en général, selon les statistiques établies par le ministre de la Sécurité lui-même, c'est que c'est beaucoup plus les engins à deux roues qui sont victimes des accidents et qui causent justement ces cas de décès. On constate dans la circulation que la pluie suffit juste de savoir pousser une moto, d'avoir démarré une moto, et puis bon, on se retrouve en circulation. Le contrôle n'est pas efficient. Alors, le besoin de se nourrir, parce que là, le phénomène de Z, de Zémidia, que vous connaissez très bien. Donc, le besoin de chercher la pitance au quotidien amène les gens à se débrouiller de n'importe quelle manière, y compris justement l'usage des motos ou des tricycles. Les tricycles, c'est aussi un autre facteur extrêmement dangereux parce que ils ont des gabarits quand même d'une voiture, mais malheureusement, leurs conducteurs n'ont pas leur permis et ils ne maîtrisent pas donc le code de la route et ils conduisent à l'emporte-pièce de n'importe quelle manière. Du coup, tout ça, tous ces éléments réunis, bien sûr, on peut comprendre aisément pourquoi les cas d'accident sont aussi récurrents dans nos pays, dans notre pays en tout cas. Si on veut parler de l'introduction, par exemple, des permis de conduire, des engins à deux roues, vous ne pensez pas que cela peut créer encore d'autres soucis, puisque vous avez tout à l'heure parlé de l'origine? C'est parce que les jeunes ont envie de faire quelque chose, de ne pas rester à la maison, et certains de ces jeunes ont les diplômes pour pouvoir travailler. Non, mais le but n'est pas de leur interdire l'activité, mais c'est de les réguler, de leur donner les outils qui leur permettent de mieux faire leur activité, c'est-à-dire conduire de façon responsable. Alors, je pense, selon ce que le ministre avait dit, il y a eu un programme conduit par en tout cas financé par l'OMS, qui a permis de doter beaucoup, jusqu'à 7000 conducteurs de taxi-moto de permis de conduire. Donc ça veut dire que c'est un besoin qui est là. Plus tu es responsabilisé, c'est-à-dire que tu maîtrises, tu as les outils qui te permettent de mieux exercer ton activité, mieux tu es performant. Et donc, ça veut dire que la formation en elle-même est un besoin vital.
parce qu'il y va justement de la vie de l'ensemble des usagers de la route. Donc, il n'y a pas question qu'on puisse dire, ah oui, ça va causer des problèmes. D'ailleurs, même c'est un système qui a été instauré, mais qui n'est pas suivi des faits, tout simplement parce que l'État ne fait pas preuve de cohérence, c'est-à-dire qu'il initie des choses qu'il n'est pas en mesure de conduire jusqu'au bout, en tout cas sur un long terme. Donc, du coup, c'est un peu difficile de contenir le flot des aspirants à l'usage de la route, parce que chaque jour, le flux augmente, tout le monde achète un engin, et puis bon, ben, écoutez, tout le monde est dans la rue, et il y a ce désordre-là qu'on observe, et qui est un peu déplorable. Donc, je pense que les autorités doivent mettre encore plus de moyens. C'est vrai, nous devons pouvoir saluer ici tout le travail qui se fait par le ministère de la Sécurité en la matière, et je crois que le ministre de la Sécurité, c'est l'un des acteurs les plus performants en la matière, parce qu'il a une culture de résultats, et bon, donc, il a l'art de communiquer aussi de façon très naturelle, et le message passe de manière à ce que, bon, quelque part, il réussit à recueillir certains points. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut mettre des moyens conséquents qui permettent justement d'atteindre le maximum possible d'acteurs ou d'usagers de la route, en tout cas même de la population elle-même, parce qu'il faut mettre en complicité l'ensemble des couches socio-professionnelles qui peuvent soit dénoncer des conduites indélicates, soit faire des remontrances, des remarques, dénoncer, etc. etc. Et donc, j'observe avec beaucoup d'intérêt que, en ce qui concerne la lutte contre Covid, par exemple, l'État togolais a mis suffisamment de moyens. Sur la seule année de 2020, on nous a parlé en termes d'évaluation de plus de 260 milliards de francs CFA qui ont été engagés dans la lutte contre Covid. Or, Covid ne produit pas autant de cas de décès que les accidents de circulation. Puisqu'on l'a dit, déjà en 2013, on avait enregistré jusqu'à 700 morts, juste par la faute des accidents. Et donc, à la suite de cela, le président de la République, en personne, dans son discours, a décrété l'année suivante, année de la sécurité routière. Un certain nombre de mesures avaient été prises à l'époque, et donc ça avait permis de diminuer le flot vers les 400. Mais jusque-là, le chiffre est très élevé. Et donc, si on a jusqu'à 400 morts dans l'année, ça veut dire que c'est un fléau qui doit pouvoir préoccuper suffisamment les dirigeants. Et puis, voyez-vous, on met autant de milliards dans la lutte contre une pandémie dont la létalité est suffisamment relative, alors qu'il y a un autre phénomène aussi dramatique, sinon plus dramatique que celui des accidents, et pour lequel les moyens ne sont pas suffisamment, en tout cas conséquents, de manière qu'on puisse avoir des résultats assez probants. Et je pense qu'il y a un paradoxe en la matière. Alors, Luc, parlant toujours de l'introduction de permis de conduire à 2 roues, est-ce qu'il faut chercher à introduire ce permis ou chercher à résoudre les problèmes, ces problèmes qui poussent les jeunes Togolais à prendre les motos, surtout ceux qui font de taxi-moto, parce que de là, il y a encore une conséquence, comme vous l'aviez dit, c'est l'imprudence. Oui, je comprends très bien où vous voulez aller avec la question, mais le problème, il reste entier, puisqu'il y a la précarité, puisqu'il y a le besoin de survie, il y a le besoin de se maintenir en vie, donc on se débrouille de toutes les manières possibles. Si l'État a la possibilité de trouver des créneaux alternative aux jeunes, de telle manière qu'ils puissent s'occuper autrement que par le transport à 2 roues, c'est tant mieux. Mais je crois que ce sera une épreuve plus lourde, en tout cas, qui ne peut pas être résolue à court terme ou même à moyen terme. Il va falloir mettre en place une stratégie qui permet justement d'absorber de façon progressive les jeunes qui sont dans le besoin et qui aspirent profondément à monnayer leur talent contre des activités qui peuvent leur générer des ressources. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, dans tous les cas, le secteur en tout cas, la circulation de la route est un besoin. Parce que ce soit les taxis-motos ou ceux qui conduisent à titre personnel leurs engins, ils ont besoin de maîtriser le code de la route, d'avoir le permis, en tout cas le diplôme qui leur permet d'agir ou bien d'être déclaré conducteur. En cela, quelles que soient les solutions qui sont trouvées, les solutions alternatives pour absorber les jeunes et diminuer le flot de ce monde-là en matière de circulation, il va quand même falloir non seulement instaurer cela, mais faire en sorte que cela devienne systématique. C'est-à-dire que
Quand tu n'as pas de permis, tu n'as pas droit au volant et encore moins à un guidon de moto. Même ailleurs, il y a même des permis pour le vélo. Ouais. Donc, c'est pour dire que, puisque cela engage fondamentalement la vie de la population dans son entièreté, parce que vous pouvez être un piéton, marchant le long du trottoir, et puis un autocycliste vient vous culbuter. Ça veut dire que ça concerne tout le monde à la fois. Il va falloir prendre ce problème-là au sérieux, réfléchir, repenser véritablement les contours de tout ce qui cause les accidents de circulation et mettre les moyens qu'il faut de manière que non seulement on puisse l'assainir, mais surtout qu'il y ait une sensibilisation efficiente à toutes les échelles de la vie. Et en cela, il va falloir s'appuyer sur des relais adéquats, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats des conducteurs, il y a des regroupements, etc. Malheureusement, depuis qu'on nous annonce, en tout cas depuis l'éruption de Covid, il n'y a plus de sensibilisation parce qu'il n'y a pas des activités de masse. Je crois qu'il faut réfléchir à tout cela et comprendre que les restrictions dont nous sommes tous victimes pour cause de Covid engendrent d'autres conséquences plus dramatiques sur la vie sociale elle-même, parce que lorsque la population n'est pas sensibilisée sur un certain nombre de choses, lorsqu'elle n'est pas organisée, lorsqu'on ne lui infuse pas de façon régulière des messages efficients sur le vivre ensemble et sur les conduites à tenir, il y a des conséquences qui retombent malheureusement et qui compromettent le vivre ensemble. Il va falloir revoir cela et s'activer véritablement à réorganiser la société. Vous avez parlé également de l'état des routes. Luc Abaki, nonobstant les efforts qui sont faits par les gouvernants, vous pensez que le mauvais état de la route togolais fait tuer les jeunes Togolais? C'est un paradoxe en la matière. D'abord, parfois, quand la route est très bonne, les gens font de la vitesse. Et puis ça crée aussi des accidents. Lorsque les routes sont mauvaises, il y a des crevasses, des nids d'oiseaux, ça cause aussi des accidents parce que de façon impromptue, imprévue, vous tombez sur un trou pour lequel vous n'aviez pas pris des dispositions, eh bien vous cassez votre pneu, vous culbutez quelqu'un d'autre, vous tombez. Donc, en tout état de cause, au-delà de l'état de la route lui-même, c'est d'abord la conscientisation du citoyen qui importe. Plus vous avez des citoyens responsables, conscients de leur part de contribution dans le devenir même de la nation, mieux vous résolvez vos problèmes de façon progressive. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre qu'il puisse focaliser son attention, en tout cas l'essentiel de ses actions, sur ce qu'on appelle la sensibilisation, de manière que chaque citoyen puisse se sentir concerné par la vie de l'ensemble. D'abord par sa vie d'abord et ensuite par la vie de l'ensemble. Donc, quand il y a un travail de responsabilisation des citoyens, quel que soit l'état de la route, qu'il soit très bon ou très mauvais, on peut effectivement limiter drastiquement les accidents de circulation parce que les gens conduisent en toute responsabilité et en connaissance de cause. Alors, les accidents, on peut toujours en avoir, mais si on sait déjà cela, Luc Abaki, on peut préparer des mesures d'urgence, c'est-à-dire, je vais parler des hôpitaux quand il y a un accident, parce que le fait de ne pas bien assister aussi, celui qui a eu l'accident peut aussi causer la mort. Mais ça cause la mort, ce n'est pas que ça peut causer, ce n'est pas une éventualité, c'est plus qu'une évidence. Bien entendu, en fait, toute cette question-là pose fondamentalement le problème de la gouvernance elle-même. En réalité, nous savons quel rôle joue par exemple un hôpital. Puisque les citoyens vivent, on ne peut pas s'empêcher de compter avec les maladies, avec des situations qui imposent que les citoyens puissent aller à l'hôpital. Donc, les cas d'accident, c'est entre autres cas qui exigent qu'ils puissent avoir des dispensaires, des centres de santé, des hôpitaux dignes de ce nom, de manière que la prise en charge soit efficiente. Et donc, malheureusement, il se trouve que dans nos pays, en tout cas dans notre pays fondamentalement, les infrastructures sanitaires, le plateau technique est pratiquement à un état un peu, disons, désuet, périphérique, embryonnaire à la limite. Et donc, ça veut dire que c'est un défi majeur qu'il faut relever. Malheureusement, pour le relever, il va falloir des moyens. Et donc, les moyens, comment l'État peut-il avoir plus de moyens qu'il n'en a aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas dire, oui, c'est peut-être parce que les gens manquent de volonté ou de vision ou de pragmatisme, c'est pour ça qu'il n'en a pas. Même si on peut considérer que c'est possible.
Cela dit, il faut que l'État réfléchisse à sa capacité de mobilisation des ressources. En cela, voilà pourquoi il faut travailler sur les citoyens pour qu'ils soient plus responsables, plus épanouis, parce que les citoyens épanouis contribuent mieux à la création de la richesse. Et ça, c'est fondamental parce que les gens ont tendance à penser que l'État fonctionne de façon mécanique avec, à la limite, de la magie. Non, toutes les ressources de l'État, pour l'essentiel, viennent de l'œuvre, en tout cas du labeur des citoyens. Donc, plus les citoyens sont compétents, plus ils ont les moyens de travailler, mieux ils contribuent à la création de la richesse à travers le fisc, les taxes et tout ce qu'ils font comme contribution. Voilà pourquoi lorsque l'État s'étouffe, l'État est en pénurie des ressources, il est obligé d'augmenter les taxes ou de les multiplier. Parce que c'est à partir de là qu'il retrouve son énergie, sa vitalité pour pouvoir faire face à ces charges régaliennes. Donc, ce besoin d'hôpitaux, d'infrastructures, etc., font partie des charges régaliennes de l'État. Et donc, ces charges-là, pour pouvoir les assumer, il faut travailler sur les citoyens, sur l'épanouissement effectif du citoyen, de manière que d'abord il soit responsable pour sa propre vie et pour la vie du collectif, en même temps qu'il soit en mesure de contribuer à la création de la richesse. Cet aspect aussi, Luc Abaki, les analystes pensent que l'hôpital, au lieu de soigner, fait tuer les Togolais. Je veux parler de l'appel des premiers soins où vous avez un accident, on peut vous laisser quelque part parce qu'on n'a pas vu un membre de votre famille. Bien entendu, j'ai parlé d'abord de l'incivisme au départ, en ce qui concerne les acteurs, les usagers de la route. Cela, c'est un virus qui s'est métastasé dans l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Effectivement, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, vous allez au CHU, au CHR et partout, l'accueil n'est pas un accueil chaleureux, spontané. Et donc, la vie humaine a tendance à être banalisée parce que les gens mettent en avant la question de l'argent d'abord. Donc, si vous n'avez pas un proche de famille qui peut prendre l'engagement donc de fournir les produits dont le médecin a besoin pour pouvoir soigner le patient, bien sûr qu'il reste indifférent parce qu'il ne peut pas non plus utiliser son salaire pour acheter les produits de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, la responsabilité de l'État est encore engagée là-bas. Je me rappelle que par les années passées, il y avait des produits de base. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, dans des centres de santé, etc., on peut vous donner même des produits lorsque vous avez des maux de tête, vous avez quelques petites pathologies, etc. Les produits de base sont gratuits. Et ça, c'était sur la base des subventions de l'État. Maintenant que l'État a démissionné de ce point de vue-là, et les médecins sont quasiment démunis, et ils n'ont aucune marge, aucun pouvoir de pouvoir faire la magie pour pouvoir soigner, ça c'est un problème. Et donc ça crée une forme de démotivation qui explique que même aujourd'hui, lorsque vous avez les moyens d'acheter des produits, si vous n'avez pas les moyens d'intéresser les soignants eux-mêmes, ils sont indifférents. En tout cas, ils ne sont pas aussi motivés. Ils ne travaillent pas avec célérité pour pouvoir soigner les gens. Donc, le sacerdoce, qui est celui donc de sauver la vie humaine, a tendance maintenant à s'effilocher. Et cela donne le sentiment que ce qui compte en premier dans notre société, c'est malheureusement la question d'argent. Et ce n'est plus la vie humaine. Or, la chose la plus sacrée, en tout cas dans notre existence, c'est d'abord la vie. Parce que pour que tu sois en mesure de gagner de l'argent, de le mobiliser, de le manipuler ou d'avoir de tels équipements, il faut d'abord que tu sois en vie. Malheureusement, il se trouve que la vie humaine est en train d'être banalisée, chosifiée à la limite. Et ça, c'est dramatique. Je pense qu'il y a une déstructuration même désorganisation de nos sociétés. Il va falloir travailler fondamentalement sur ces éléments-là de manière à réorganiser la société et à la focaliser sur des valeurs essentielles qui sont justement la vie elle-même, l'unité, la dynamique unitaire, la culture du bien commun, du vivre ensemble et tout ça. C'est des éléments très importants, en tout cas, qui peuvent faire en sorte qu'on soit réorganisé et qu'on sauve les vies humaines à chaque fois. Togo, pays agricole, et si l'État pousse les jeunes à s'intéresser à la terre par les mesures incitatives? C'est fondamental aussi. Vous savez, l'État, c'est un tout. En principe, on doit pouvoir, je pense qu'il existe un ministère de l'Agriculture qui a pris un engagement au moment où on a nommé le nouveau ministre. Je pense que l'ensemble des ministres ont eu appris à prendre des engagements sur la base des feuilles de route pour des résultats donnés. Nous attendons de voir quels sont les résultats, mais je pense que le point que vous êtes en train d'évoquer
est extrêmement important parce que dans l'ensemble de l'Afrique, vous allez voir que l'Afrique à elle seule regorge les 65% des terres arables du monde. Les terres fertiles du monde représentent 60 à 65% du monde. Et c'est en Afrique qu'il y a la famine. Sur les 65%, à peine même 5 à 10% sont exploités. C'est un paradoxe. Or, c'est par la terre qu'on assouvit le premier besoin vital de l'être humain, c'est-à-dire le fait de trouver à manger. Donc, je pense qu'il y avait des slogans, au moment où il y avait des animations dans notre pays, on dit la terre ne trompe jamais. C'est-à-dire que lorsque tu parviens à exploiter la terre, tu as au moins la garantie de pouvoir vivre parce qu'il y a la nourriture au moins qui te garantit ton existence. Ouais. Alors, si ce n'est pas le cas, si on ne focalise pas de l'attention sur cette agriculture-là, de sorte à inciter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture et que tout le monde veut porter une cravate comme nous l'avons porté pour être à la télé ici, tout le monde veut un travail de bureau et sans se salir, à un moment donné, nous sommes étouffés, il n'y a plus de nourriture, et il n'y a plus ce qui permet d'assouvir les besoins vitaux et premiers de l'être humain. Je pense que nous y sommes et voilà pourquoi nous demandons que la politique gouvernementale elle-même soit revue, de manière qu'on puisse semer les bonnes graines, les bonnes méthodes, les bonnes actions qui donnent des fruits peut-être à moyen terme ou à long terme. Ce qu'on constate, c'est que les gouvernants sont tellement acculés aujourd'hui par les urgences, les dictats des urgences, qu'ils sont dans un système de replâtrage ou de jonglage pour résoudre des problèmes conjoncturels. Enfin, avec des mesures conjoncturelles, ils tentent de résoudre des problèmes structurels. Et donc, ils sont toujours surpris et ils subissent malheureusement des événements au lieu d'en être des acteurs, voyez-vous. Et donc, je pense que c'est à ça que nous sommes arrivés. Il va falloir vraiment prendre des dispositions. Alors, selon vous, face à ce bilan, ce constat alarmant de 2021, des dispositions seront prises ou bien à l'orée de 2023, on aura à faire encore des constats? Je crois que si le ministre de la Sécurité lui-même est venu faire le point, il fait le constat et il appelle à la conscience et à la responsabilité des usagers de la route, en tout cas à leur responsabilité, cela veut dire qu'il y a d'abord l'élément fondamental qui est la prise de conscience. Ensuite, il va falloir initier des actions pratiques et pragmatiques, de manière à pouvoir atteindre des résultats. C'est vrai, on va dire qu'il faut réprimer, mais avant d'appliquer les lois, les amendes, etc., il faut être sûr d'avoir fait en amont le travail qu'il faut. Et ça, d'abord, cela exige que le gouvernement parvienne à construire un capital confiance très solide entre lui et les gouvernés. Parce que le message ne peut pas... On peut parler de sensibilisation, à vrai dire. Mais lorsque le regard que les citoyens portent sur son dirigeant n'est pas un regard empathique, n'est pas un regard affectif, n'est pas un regard d'approbation, c'est-à-dire qu'il ne l'adoube pas, peut-être parce qu'il a commis un certain nombre d'erreurs, parce qu'il a menti entre-temps, parce qu'il a fait des choses qui justifient que la confiance s'est effritée. Quels que soient les moyens que les dirigeants vont déployer pour sensibiliser la population, ça ne passera pas parce que la population ne se sentira pas concernée par les messages qui sont passés. Donc, il faut travailler sur le capital confiance. Et cela engage malheureusement le travail sur la crédibilité même des acteurs qui doivent parler au nom du peuple. Voyez-vous? Et cette crédibilité-là nécessite également une certaine probité morale, une droiture et des conduites exemplaires qui peuvent inspirer confiance et qui peuvent en même temps inspirer la population. On doit pouvoir nous conduire par l'exemple, non pas par le discours seul, mais également par l'exemple à travers des actes nobles et qui montrent que voilà la voie à suivre, voilà la conduite qu'il faut tenir pour être un bon citoyen et pour pouvoir être en mesure de contribuer à la vie et à la création de la richesse dans une nation. On peut parler également de l'électrification de certaines routes, surtout celles en cours de construction. Oui, mais bien sûr, tous ces éléments sont englobés, si vous voulez, dans la vision même qu'on a du pays. Parce que quand vous faites une route, vous savez très bien que la nuit, elle a besoin d'être éclairée. Si elle est éclairée, lorsque vous êtes à une distance donnée, vous voyez très clairement toutes les embûches éventuelles.
qu'il peut avoir. Donc, c'est fondamental qu'elle puisse être éclairée, que les routes soient éclairées. Prenez la route à Goye vers le Canfir. Lorsque cette route avait été faite, il y avait des lampadaires, mais il n'y avait pas encore de lumière. Mais il y avait des accidents très récurrents sur cette route-là, les nuits. Mais depuis que la voie est éclairée, je pense que de façon drastique, on ne compte plus tellement d'accidents parce qu'au moins, avec la lumière, vous voyez très bien ce qui se passe et tout. Donc, on ne peut plus faire des routes aujourd'hui de façon hasardeuse. D'abord, il faut que ce soit sur la base des normes internationales, mais également aussi chercher à l'électrifier et à faire en sorte que la circulation soit fluide et que, bon, voilà, cela participe à limiter sérieusement les cas d'accident. Togo 2021, pas de baisse significative des accidents de circulation. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Ah, ce fut un plaisir. Je saisis l'occasion. Je pense que peut-être on est justement à la fin de l'année pour vous remercier pour toutes les occasions que vous nous avez offertes ici de pouvoir voilà, passer nos messages, analyser les sujets d'actualité. Vous souhaitez une très bonne fin d'année, un très bon début d'année. Souhaitez en même temps aux téléspectateurs une année merveilleuse, que tous les débats que nous avons connus au cours de l'année 2021 passent dans l'histoire. Et que bon, mais 2022 soit une année rose pour nous tous. Luc Abaki, vous êtes journaliste. Merci infini à vous. On va marquer une pause pour le journal et derrière, on va recevoir nos invités pour Regard Croisé.